Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de tips and tricks. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien ça va être assez simple, j'ai ma petite liste. On va voir édition type par défaut, donc du coup qu'est-ce que c'est et quels sont les objets que je vous conseille d'éditer. On va parler très rapidement du static noise, ça peut toujours être sympathique. On va parler d'erreurs de texture, on va parler de CKD new. Et je vous conseillerai de quoi mettre dedans, et on va voir les limitations de la vue de cinéma 4D. Si ça ne vous parle pas, eh bien cette vidéo vous intéressera, et c'est dans l'ordre. Donc juste avant de commencer, vous avez la communauté Motion Designers Community, et il y a un site internet maintenant qui est en ligne, qui vient d'être fait. Et donc le voici, la mdcommunity.net. Vous aurez donc une sélection de tutoriaux, donc là ils sont en anglais ceux-là. Il y en a beaucoup du coup qui sont en français. Mais ce qui pourrait vous intéresser, ça va être les contests. Donc il va y avoir des concours assez souvent. Donc vous avez absolument tout ce qu'il faut savoir dessus, et il y aura toujours des petites choses à gagner, donc des trucs assez sympathiques. Et nous avons Shop, donc ici ça va s'étoffer, donc ce sont des partenariats avec des artistes qui font partie de la communauté, et donc du coup ça permet de faire vivre la communauté, de montrer des produits, etc. Donc par exemple The French Monkey, que maintenant vous connaissez tous, eh bien on va pouvoir acheter des bundles avec quelques réductions, etc. Donc très 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 intéressant. On va aller attaquer directement avec Cinema 4D. Boum. Alors, la première chose dont on va parler, c'est édition type par défaut. En fait, quand on charge un objet, donc par exemple ici, je charge un plan. Le plan de base, il a une certaine largeur, hauteur et un certain nombre de segments. Et je n'ai jamais utilisé le plan tel quel. À chaque fois que j'utilisais le plan, j'ai remarqué que je passais ces deux valeurs à 1. Je préfère avoir juste un polygone, et après je fais ce que je veux. Et comme je fais tout le temps ça, ça m'agace. Pour que Cinema 4D vous crée le plan directement avec les valeurs qui vous intéressent, il vous suffit d'aller dans le édition, type par défaut. Vous faites oui. Et maintenant, si je recharge un plan, j'ai cliqué juste à côté. Si je recharge un plan, il y a marqué 1 et 1. Alors on voit très bien qu'il y a le polygone qui nous met effectivement qu'un seul polygone aussi, il est plus petit. C'est à peu près les mêmes fonctionnalités, mais voilà, moi je modifie le plan, j'ai jamais utilisé le polygone. Question vraiment d'habitude. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans le cloneur? Donc le cloneur de base, il apparaît en mode linéaire, et en PY, vous avez une valeur de 50. Donc le PY, ça signifie tout simplement que quand on met un objet dans le cloneur, voilà, il le duplique directement vers le haut. Donc c'est bien, ça montre pour les débutants que le cloneur fait quelque chose, on comprend la valeur, mais en fait nous quand on travaille, on ne veut pas forcément dupliquer vers le haut, donc cette valeur-là me saoule. Et je la mets toujours à 0. Donc du coup PY 0, et ensuite on peut faire un petit édition type par défaut. Si vous préférez le cloneur dans un autre mode, vous pouvez très bien changer le mode. Toutes les options que vous voyez ici, eh bien vous pouvez les modifier avec le type par défaut. Donc on va continuer de voir ce que je propose. Un cloneur, 90% du temps, on va l'utiliser avec l'effecteur de randomisation. L'effecteur de randomisation est activé de base avec la position 50-50-50. Donc là pareil, je sélectionne, je mets 0 partout. Je veux l'échelle d'activer, moi je l'utilise tout le temps avec une échelle uniforme, enfin 90% du temps, et j'active également la rotation. Comme on a 0 partout, que ce soit activé ou pas, ça change rien, mais ça m'évitera les prochaines fois de devoir venir faire un clic pour avoir accès à ces options-là. Et c'est un petit ras-le-bol du coup qu'on s'évite à chaque fois. Donc ici, pareil, édition type par défaut. Voilà, j'en profite pour le faire. Le cube. Alors le cube, on a une option assez sympathique qui est le biseau. Donc on active le biseau, puis là on a un biseau énorme, c'est infernal. Donc rayon de biseau, je préfère avoir un 5. Et en subdivision de biseau, 3 pour moi, ça me semble très bien et optimisé. Et même si on s'en fout, en fait, c'est parfois juste pour quelques tests, c'est déjà ça de fait. Donc maintenant, je désactive le biseau, puisque je l'utilise rarement, et je peux faire édition type par défaut. Et la prochaine fois que je viendrai activer le biseau, eh bien j'aurai 5 et 3. Et j'aurai pas à le refaire, et ce sera très très bien. On a une option qui est la surface de subdivision, qui permet eh bien, de rajouter des polygones et de lisser votre géométrie. La surface de subdivision donc, est très bien comme ça, mais vous avez subdivision vue et subdivision rendue.
Si je mets par exemple 6 dans la subdivision de rendu, ça ne change rien à la vue, mais au moment où je vais faire mon rendu final, il va bien prendre la valeur 6, et si là j'édite mon objet en appuyant sur C, il a pris la valeur de subdivision 6. Donc, pour un souci d'optimisation, et pour pas se faire avoir, pour pas avoir un projet tout d'un coup plus lourd, parce qu'on n'y a pas pensé, puis on en a mis plein partout, eh bien, je vais mettre la même valeur des deux côtés, 2 et 2, ça me semble très bien. Édition type par défaut. Alors si jamais, dans un projet, toutes vos surfaces de subdivision, vous n'avez pas fait ça, il faut le changer parce que c'est trop lourd pour votre ordinateur, on a toujours le petit outil de recherche ici, si vous n'avez pas renommé, si on écrit surface de subdivision, toutes les surfaces de subdivision vont apparaître, et donc ça permet des fois de rectifier les tiers dans un projet. Sur la sphère, donc moi j'utilise Octane, et Octane ne prend pas en compte la sphère parfaite. Ce qui veut dire que là, tous ces gros polygones, ces angles, eh bien on les voit. Et donc du coup, moi j'aime bien utiliser une valeur, par exemple 72, on voit que la sphère paraît beaucoup plus lisse, et 72 est une bonne valeur quand on fait du modeling, on peut faire une symétrie, quelque chose comme ça. Donc voilà, 72 ça me semble très bien. Il y a le type hexaèdre qui peut être très utilisé, qui peut être très bien, mais moi je vais rester en standard en tout cas. Et le sphère parfaite, du coup, je le décocherai parce que si jamais je l'utilise dans Cinema 4D, c'est avec du displacement. Et il faut décocher sphère parfaite si vous voulez que le displacement fonctionne sur votre objet. Allez hop, édition type par défaut. L'incurvation. Donc l'incurvation va vous permettre de tordre un objet. Donc ici, je vais le mettre dans mon plan. Et si, voilà, je bouge l'intensité, vous voyez qu'on modifie, ça tord mon objet, etc. Quand je veux créer un silo, eh bien, il faut que mon incurvation soit à 90 degrés. Et je l'utilise quasiment que pour du silo, j'ai un usage très, très basique dans l'incurvation. Et il suffit de trouver le bon angle, de manière à ce que notre plan rentre d'un côté et sorte de l'autre. Et je remets à 0. Voilà, on comprend bien, ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Donc du coup, 90, en fait, ici, c'est la valeur que je mets à chaque fois quand j'utilise l'incurvation. Donc, édition type par défaut. Ensuite, nous avons le biseau. Alors là, le biseau, ça va être un peu plus intéressant, puisque on va avoir différents objets. Alors, bon, on va remettre le cube ici. Le biseau, lui, en fait, on a pas mal d'options. Par exemple, utiliser l'angle. Donc, si j'active le biseau, on voit que ça me met un biseau sur mon cube. Très bien. Si je coche utiliser l'angle, eh bien il ne va pas. Alors je vais rajouter des. Voilà. On retourne dans le biseau, je désactive utiliser l'angle, il va biseauter toutes les arêtes. Mais moi là ce que je veux c'est juste avoir un biseau en fait sur le bord de mon cube ou n'importe quel autre objet, donc je vais cocher l'angle. Et maintenant, eh bien tous les angles qui sont supérieurs à 40 degrés, donc là on est à 0 degré, là, on est à peu près à 10, etc. Puis là, boum, on est à 90. Et donc, tous les angles qui sont supérieurs à 40 degrés, eh bien, il va mettre un biseau dessus. Donc, on joue un petit peu avec la valeur. Moi, je trouve que vers 60, c'est parfait. Et ça, c'est primordial. Puisque quand vous allez glisser le biseau sous votre objet, etc., il va être activé, il va tout biseauter. Ça peut foutre un bordel monstrueux. S'il y a trop de polygones, ça va cracher. C'est un peu fou. Ensuite, en fait, justement, je ne connais pas encore le modèle sur lequel je vais mettre. Et comme j'utilise un raccourci qui me permet de mettre directement le biseau en enfant de mon objet, j'en parle dans l'autre vidéo de Tips and Tricks, eh bien ça risque de faire cracher mon PC. Donc je mets en décalage 0. Comme ça le biseau en fait ne fait rien. Et en fonction de mon objet, je choisis le décalage, la subdivision. Ça dépend de la taille, ça dépend de plein de choses. Donc ensuite je mets à 0. Je décoche également arête non lissée. Donc là je vais vous mettre un décalage, subdivision. Ici, si je fais mon rendu, on voit très bien une cassure de fond au niveau de l'arrondi. Si je décoche cette option et que je fais un rendu, eh bien c'est plus cassé. On a un petit flou quand même à ce niveau-là. Là, vous voyez qu'on voit presque pas la jonction comparé à tout à l'heure. Hop, je vous remontre. Ici, c'est franc, c'est net. Et je n'aime pas cette option, donc moi je la décoche de base. Elle peut être utile, parce que des fois ça fait des erreurs de fond, de lissage. Donc faut pas oublier que des fois on peut la remettre. Et non, on va laisser comme ça.
même si uniforme des fois avec beaucoup de soucis. Et je vais également cocher limite. La limite, c'est-à-dire que des fois, vous allez avoir un point qui va partir super loin, ça fout le bordel. Quand on coche limite, il va limiter la distance de ce point-là, et des fois, même s'il y a des artefacts, on ne le voit plus parce que ça devient trop petit. Et bah écoute, ça triche, hein, c'est pas très correct, mais ça fait le taf, donc limite, je le coche tout le temps, puis si visuellement, moi ça me gêne pas, je m'en fous. Voilà. Très bien, donc ça c'est pour le biseau, édition type par défaut. Ça pour moi c'était quelque chose de très important, quelque chose que j'utilise constamment. L'extrusion, alors l'extrusion, notre ami l'extrusion, il va demander une spline, par exemple le cercle, et je vais le mettre dans l'extrusion. Et de base, l'extrusion, il nous met une valeur de 20 en Z. Alors là, j'ai eu de la chance, effectivement ça marche, c'est cool, mais le cercle, si je travaille par exemple en vue de haut, et que je suis sur un autre plan, on voit que ça me fait de la merde. Et si je veux mon extrusion, il faut d'abord commencer par mettre 0, et ensuite venir mettre la bonne valeur. Et ça m'énerve, ça me saoule. Donc moi je mets 0 partout, parce qu'il y a une chance sur 3 en fait qu'on soit sur le bon axe. Donc 0 partout, édition type par défaut, ne prend pas d'initiative. Nice. Et puis c'est bon. Ah oui, on peut venir activer les couvercles. Alors couvercle et biseau, on peut mettre du coup, je sais pas, 3-3. Alors c'est pas tout à fait la même chose que le biseau ici. Ça se passera bien, il n'y a pas de risque que le PC crash. Enfin, vraiment faux. Non, ça ira tout le temps. Et je pense que ça c'est des bonnes valeurs, ou 5-3. Si vous faites des tout petits objets, pensez à cocher contraindre le contour quand vous modélisez. Ça permet d'avoir quelque chose de mieux. Ok, nice. Et maintenant, édition type par défaut. J'ai tout dit. Alors, par exemple, maintenant, la propriété d'un tag, le tag de simulation. J'utilise tout le temps un tag un peu particulier. C'est-à-dire que dans 99% des cas, si vous utilisez les paramètres que je vais vous communiquer, eh bien, ça va bien se passer. Sinon, c'est une chance sur 3 que ces paramètres-là fonctionnent. Donc moi, dans le tag de collision, ici, hériter propriété, je mets appliquer propriété au sous-objet, à tous les sous-objets. Comme ça, on peut avoir un nombre d'enfants infini, je le mets sur le parent, ils ont tous le même tag. Et la forme, automatique mot dynamique, ça fonctionne très bien quasiment tout le temps. Le rebond, je trouve que 15 c'est bien. La friction, 30 pourquoi pas. Bruit de collision, 0. Ça c'est un RNG dans votre simulation, c'est un peu fou. Et après, bah, le reste c'est vraiment du cas par cas. Ok. Donc maintenant ça, édition type par défaut, et je pense que ça ne va pas marcher chez vous non plus. Ça a marché pendant un moment, il y a quelques années, j'ai utilisé ça comme ça, et aujourd'hui ça ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai updaté mes versions, donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc comment est-ce qu'on sauvegarde un tag comme ça, avec des propriétés par défaut? Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut en sauvegarder plusieurs. Et par exemple, vous faites une goutte d'eau un peu particulière, vous avez une balle d'eau, et puis vous pouvez tout sauvegarder, vous faites une feuille, vous pouvez tout sauvegarder, etc. Donc je sélectionne le tag, et en fait, si on fait clic droit, on a enregistré le pré-réglage de propriété. Et donc là, on met Dynamics, ici, base 1. Ok, c'est enregistré. Et si je vais dans Fichier, charger un pré-réglage de propriété, hop, je vais retrouver le dynamique, je vais retrouver le basique, je vais faire un petit test, et on peut en enregistrer plein d'autres. Ce qui va être sympathique maintenant, c'est que... J'avais fait un... J'ai pris un petit quelque chose. Donc là, ici, ça fonctionne pas parce que j'ai pas mis les paramètres. Vous voyez, ça c'est la collision. C'est sur lui qu'il faut changer. Automatique mode dynamique, etc. Et ça fonctionnera mieux. Je me rappelle plus ce que j'ai préparé, ce truc là, apparemment ça marche pas, on s'en fout. Alors par exemple, ici j'ai un setup de feuilles mortes, donc j'ai une petite simulation. Ah oui, parce qu'il y a ce plan là qui gênait. Ok, donc là je lance. Ok, et donc maintenant j'ai une dynamique sur des objets qui ressemblent à des feuilles. Et cet onglet, ce tag, eh bien, je suis allé jouer un petit peu dans les forces, j'ai mis quelques valeurs particulières, etc. De manière à ce que ça fonctionne tout le temps. Et donc ça, je peux aller le sauvegarder.
Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on peut également sauvegarder autre chose que des tags ou des types par défaut. On peut sauvegarder tout le contenu, par exemple, de ce neutre feuille morte. Et là, on va dans Fichier, enregistrer le pré-réglage d'objet. Et si je veux le retrouver, un jour, je vais rajouter des feuilles mortes et je vais utiliser ce setup-là sur mon projet. Eh bien, je viens là, charger un pré-réglage, user, feuille morte, pouf, il apparaît et il n'y a plus qu'à en profiter, tout simplement. Parce que là, vous voyez pas tout, mais il y a plusieurs ventilations. Enfin, je me suis un peu fait chier à faire ça correctement. Voilà, donc pour les feuilles mortes, on peut retrouver du coup des pré-réglages comme ça, d'éclairage, des petits studios que vous faites, des trucs qu'on retrouve rapidement. Alors, on voulait parler également, deuxième sujet, le static noise. Alors, le static noise, c'est une petite option qu'on va trouver dans les réglages de rendu de Cinema 4D. Donc, vous cliquez ici, et vous allez dans les options, et là, vous avez la répartition identique du bruit que vous allez venir cocher. Donc, qu'est-ce que ça fait que ce truc-là? Alors, j'ai fait un tout petit rendu, même si on voit pas de ouf. Voilà. Il est où l'autre? Nice, donc ici on a le rendu statique, ici on n'a pas le rendu statique, donc un rendu normal, et on voit qu'à droite le bruit il grouille beaucoup plus, ça fourmille beaucoup plus qu'à gauche. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir un peu d'où viennent le problème de sample, si c'est sur une texture, si c'est sur l'éclairage, les ombres, ou ce genre de choses. Si le rendu reste noisy et que ça bouge, c'est que vous manquez réellement de sample. Par exemple, si l'ombre, j'ai pas de souci particulier, même si là ça bouge un peu, et voilà, donc on peut augmenter. Je trouve ça surtout sympathique pour les prévisualisations de projet, ça évite que ça fourmille trop. Et par contre, en rendu final, je préfère que ça fourmille, c'est mieux, on enlèvera mieux le grain avec After Effects. Et alors, dans certains cas, j'avais déjà eu des fireflies en fait qui étaient un peu fous et qui continuaient même avec le static noise. Donc là, on sait qu'il y a un vrai problème de bump, de roughness ou d'éclairage sur notre scène. Ça n'a rien à voir avec la répartition du bruit qui n'est pas identique. Et c'est assez flagrant, donc un petit test, ça peut permettre de vous en apprendre plus sur la construction de votre projet. Voilà. Bien, alors on va passer à la suite. Alors, juste petit aparté, j'aimerais donner quelques conseils pour les personnes quand vous regardez un tuto, donc ça s'adresse surtout aux débutants. J'ai donc pas mal de retours de personnes qui regardent les tutos, comment ils le font, et je vois s'ils ont assimilé ou non, en fait, les connaissances. Et ceux qui assimilent le plus les connaissances, donc pour les débutants, c'est quand vous regardez un tutoriel et que vous faites pause toutes les 10 secondes, 30 secondes ou une minute, ça dépend si vous avez déjà vu la notion ou pas, et de le refaire sur votre projet à côté, mais clic par clic, refaire à l'identique. Ensuite, quand vous avez fini le tuto, c'est de le refaire soi-même. Donc là, normalement, même si le tuto durer 1 heure, ça prend 5 minutes. C'est de le refaire soi-même en autodidacte, enfin tout seul, face à votre Cinema 4D vide, et vous refaites tout. N'hésitez pas à noter un moment clé, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment mieux retenir. Et une fois que, bah, ok, j'ai retenu, j'ai bien compris la stratégie, toute la technique, c'est bon, eh bien, faites un petit projet avec ce tutoriel. Si vous avez regardé ça, c'est parce que ça vous intéresse pour un projet, donc construisez quelque chose en dehors de l'exemple du tutoriel que vous avez vu. Donc si c'est modélisation d'un droïde, j'en sais rien, ou d'une ville, etc., bah après vous faites votre propre ville avec vos propres buildings et osez pourquoi pas être audacieux. Voilà. Donc je sais pas du tout si c'est utile pour vous, mais en tout cas je préférais en parler pour éviter de regarder en fait un tuto les bras croisés. On retient pas grand chose quoi. Des fois je le fais et puis je me dis, bah, j'ai perdu mon temps. Je sais que ce tuto existe et ça fait de la culture générale, mais au moment de le refaire, bah, il y a une étape clé à chaque fois, je ne m'en souviens plus. Troisième chose, donc quatrième, du coup, en fait, erreur de texture. Les erreurs de texture. Donc, on va télécharger parfois des projets de ville gratuits, donc sur Internet, il y en a plein, il y a des textures, etc. Et quand on lance le rendu, on est là, ah gna 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 gna, il manque une texture.
Des fois, on s'en fout parce que bah, ça fonctionne comme suffisamment bien. Il y a juste un truc qui est pas au bon endroit. Donc, juste quand on s'en fout, à chaque fois qu'on va faire des rendus tests parce qu'on veut juste tester l'éclairage, etc., eh bien, on veut pas avoir ce pop-up qui arrive à chaque fois. Donc, du coup, on va aller dans les réglages de rendu. Et dans Options, on va avoir montré si erreur de texture. Et de base, c'est coché. Et donc, on pourrait décocher la case pour maintenant avoir le rendu qui se lance immédiatement. Moi, je trouve ça quand même un peu important de le faire parce que ça m'est arrivé sur un projet, j'avais une erreur des textures, je le savais, mais je m'en foutais. J'ai cliqué sur rendu dans le prévisualiseur, donc je lançais le rendu, je partais me coucher, le lendemain j'arrive, il n'y a pas une seule frame de partie parce qu'il me posait la question, est-ce que c'est ok ou pas? Et ça pique, ça fait chier. Donc voilà, on décoche et on évite on évite ce genre de soucis. Si vous avez Octane, vous avez le Texture Manager qui peut être super sympa et qui va vous lister toutes les textures d'Octane et le fichier, le chemin, etc. Et vous aurez une croix rouge là où voilà, une croix rouge là où il y a un problème de chemin de texture. Et donc directement, à partir d'ici, vous pouvez aller chercher la texture, venir la glisser dedans pour régler tous les problèmes. Donc ça, c'est assez pratique. Quand on a des centaines de matériaux, ça se fait assez facilement au final. Vous avez le nom, on a tout ça. Maintenant, le Cinema 4D New. Alors, celui-là, c'est un de mes préférés. C'est ce qui fait que quand je vais faire CTRL-N avec la souris dans la vue de perspective, hein, sinon je fais de nouveaux matériaux, donc CTRL-N, j'arrive dans un nouveau projet sans titre et il n'est pas totalement vierge. J'ai déjà un Octane Camera et j'ai déjà des HDR et tout ça. Donc j'ai déjà plein de trucs. Et en gros, si je vous montre à quoi ça sert, Octane Live Viewer. Voilà, je fais la version anglaise en même temps. Et bien directement, j'ai mon HDR. Et un bon HDR, c'est avec le petit soleil ici qui est rajouté par le Daylight. Vous voyez que ça fait une grosse différence, puisqu'ici on voit pas vraiment un gros impact d'éclairage. Et donc du coup, voilà, j'ai sélectionné mes HDR préférés. Et puis là, j'ai mis, lui aussi, il a un daylight là-bas, mais bien paramétré. Vous voyez que l'éclairage est sympa. Et du coup, j'ai plein de réglages par défaut d'éclairage, plus ou moins éclairé, plus ou moins avec des éclairages d'endroits différents. Et quand je teste des matériaux, quand je teste plein de trucs, eh bien, euh, ça me permet de savoir vraiment quel genre d'éclairage fonctionnera parfaitement. Vous avez remarqué, quand j'ai créé ma sphère, eh bien on voit pas les polygones, enfin quasiment pas, elle est déjà à 72, j'ai pas eu à changer ça, et donc j'ai déjà gagné du temps. Donc voilà, le Cinema 4D New, comment on le crée? Donc je vais virer ça. Donc j'ai créé une Octane Camera parce que j'ai aussi un Camera Imager qui est particulier, que j'ai touché moi-même pour un workflow linéaire, etc. Du coup, vous mettez tout ce qui vous intéresse dedans. Donc là, je me suis mis dans la caméra, j'ai mis mon Octane, bref. Et tout ça, vous allez simplement faire CTRL Maj S, et puis vous allez aller là où vous avez enregistré votre cinéma 4D, et vous allez l'enregistrer sous le nom de New.c4d, du coup, hop, New, vous faites enregistrer, et la prochaine fois que vous lancerez votre cinéma 4D, vous allez avoir ça. Alors, petite particularité, j'avais donc ce preset-là qui utilise un certain plugin d'Octane, d'accord? Donc là, c'était, on n'a pas vu le 4 RS1 ou je sais plus quoi. Pareil, dans l'interface de démarrage que j'utilise, j'ai le Live Viewer qui est sur mon autre écran, le V4XB4. Et quand j'ai changé de version, donc j'étais sur la 3, j'ai installé Octane 4 avec le plugin 4, j'étais quand même sur la version 3 et ça faisait des problèmes d'instabilité sur l'ordinateur. Donc juste, il faut faire attention avec ça, de bien virer les anciennes versions des panneaux. Le Live Viewer de l'ancienne version, ce genre de truc, ça serait terrible d'avoir une instabilité à cause d'une chose pareille. Et donc du coup, pareil, j'ai dû refaire mon new pour avoir le tag de la version 4 et pas de la version 3. Et oui. Mais en tout cas, ce truc-là, voilà, comme ça, je me suis tué, j'ai fait quelques beaux éclairages et je les ai tout le temps et vous pouvez blinder comme vous voulez. D'ailleurs, petit tricks, vous pouvez rajouter un neutre et vous le nommez qu'avec des moins.
Et ça permet de ranger un petit peu vos projets, et puis comme ça, vous partez en modélisation, vous avez tous vos objets de modélisation, tous vos objets d'éclairage, et voilà, ça peut être sympa. Alors, fenêtre, tac, tac, tac. Et le dernier, je me rappelle plus. Ah oui, limiter la view. Alors, limiter la vue. Dans Cinema 4D, alors là, si je fais un rendu, normalement, on va voir quelque chose au fond. Nope. Où est-ce que ça a été foutu? Ah, ça va être comme ça. Cinema 4D clampe la vue. On peut pas voir tous les objets en même temps. Et donc là, on voit qu'il y a des montagnes derrière qui sont absolument pas visibles. Elles sont activées, il n'y a pas de problème là-dessus. Et si je m'avance, elles vont finir par apparaître. Là, vous voyez, il y a... C'est clampé, c'est un peu la zone, on est un petit peu perdu. Si je dézoome, tout disparaît. C'est un peu fou. Donc du coup, on peut déjà choper notre objet de base, appuyer sur O pour recentrer la caméra dessus. Ça me permet d'éviter d'être paumé. Et là, on voit pas du tout ce qu'il y a au fond. Si je me rapproche de l'objet ici pour le sculpter, je vais être très très proche de ce point, eh bien on va voir que en fait on n'est pas si proche que ça que déjà Cinema 4D clampe à nouveau la vue. Donc du coup, pour modifier ça, on va faire CTRL D. Et ici, limiter la vue, si je passe par exemple en énorme, eh bien je vois les montagnes qui sont au fond, et du coup je peux plus facilement me rapprocher d'elles pour les modéliser ou faire je ne sais quoi d'autre. Je fais CTRL Maj Z pour faire un CTRL Z que sur la caméra. Mais maintenant, si je veux zoomer sur mon solide platonicien, eh bien il est clampé beaucoup plus tôt qu'avant, et je peux pas modéliser cet objet. Donc il faudrait revenir en petit ou minuscule, et puis là on va pouvoir vraiment zoomer comme des malades dessus. Alors, quand on a ce genre d'options qui se bougent un petit peu tout le temps, par exemple interpolation d'images clés, quand j'anime, je switch tout le temps entre spline et linéaire, etc. Et bien, on peut prendre n'importe quelle option partout, le cliquer et le glisser dans l'écran, et là, voilà, on va pouvoir changer directement dans notre prévisualiseur. On va directement pouvoir changer la valeur. Donc ici, CTRL D, réglage du projet. Et donc ça, pourquoi pas le mettre dans la vue pour pouvoir modifier comme bon nous semble. Quand on voit une petite flèche noire comme ça, on peut cliquer dessus et modifier les valeurs nous-mêmes. Donc en minuscule, on a 0,01 cm et en énorme, on a eh bien, les petits filous pourront combiner les deux. Alors, plus vous allez avoir une grosse différence entre ces deux valeurs-là, plus ce sera difficile, plus ce sera lourd pour votre PC. Vous voyez d'ailleurs des artefacts au fond. Bon, au moins ça vous permet d'être proche d'un objet, puis de voir des trucs très très loin, de les manager dans le... Il n'y a pas de souci au niveau du rendu, ça ne change strictement rien pour le rendu. Voilà, donc ça peut vous éviter des fois d'être gêné, ça peut devenir très très vite infernal. Et parfois on modélise quelque chose de très très petit, il faut être à l'échelle pour avoir une bonne depth of field, une bonne atmosphère, etc. Donc c'est un trick sympathique avec un petit peu de bonus. Clic droit dessus, supprimer. Et voilà, on n'a plus... on clean un petit peu le viewport. La viewport. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié ma manière de vous apprendre Cinema 4D, j'ai fait des tutoriels sur tuto.com. Donc vous cliquez sur là, Sylvain Favre. Et vous trouverez des formations sur Cinema 4D, sur Octane, ZBrush, Turbulence FD. Maxime a également fait du RealFlow, After Effects, etc. Et n'hésitez pas à venir m'en parler sur Facebook. Donc pareil, Sylvain Favre, vous allez voir une belle photo de Winner là, Sylvain Favre. Et je vous offre une réduction du coup sur toutes les formations qui sont ici, puisque bah, bravo, vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce tutoriel. J'espère vous revoir très bientôt sur Motion Designers Community. N'hésitez pas à voir le compte Instagram de la communauté pour découvrir ce que font nos amis et avoir de l'inspiration au quotidien. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur Facebook. Ciao et éclatez-vous bien.